Voilà, mesdames et messieurs, la séance est ouverte. Je voulais en premier lieu remercier le ministre démissionnaire de l'Europe et des Affaires étrangères, Noël Barrot, de bien vouloir participer aujourd'hui à cette séance qui a été programmée un peu rapidement, ce qui a nécessité également réaménagement d'autres agendas. Et je remercie tous les collègues, bien sûr, qui participent à cette séance. Je pense que je vais être assez rapide, comme on a un format d'1h30. Je vais moi-même faire un préambule assez rapide. Peut-être juste partir de la date du 8 décembre 2024, qui constitue bien sûr un tournant historique en Syrie, et surtout pour le peuple syrien qui a tant souffert. On estime à 500 000 le nombre de victimes syriennes du régime depuis 2011. En l'espace de quelques jours, depuis le 27 novembre, la coalition de rebelles conduite par le groupe armé islamiste Hayat Tahrir al-Sham de Ahmed al-Shara a mené une offensive éclair. On l'a tous vécu dans la presse. Le sentiment général aujourd'hui aussi, entre la grande satisfaction de voir un pouvoir et un régime sanguinaire déchu, et la crainte d'une nouvelle gouvernance en Syrie qui serait une gouvernance là aussi peut-être hostile ou un peu radicale. Et donc c'est ce sujet qu'on va voir également avec le ministre. Il y aura d'autres problématiques que propose d'aborder Monsieur le ministre. La question qui intéresse en France, c'est celle aussi de nos alliés kurdes, actuellement attaqués par un autre groupe rebelle proche de la Turquie, l'armée nationale syrienne. Ne faut-il pas craindre que les Kurdes, qui ont la garde d'un certain nombre de militants islamistes radicaux pouvant planifier des attentats sur le sol européen, ne se retrouvent contraints de faire des choix opérationnels délaissant leur prison pour se défendre? De même, quid de la présence sur place des forces occidentales luttant contre l'État islamiste et qui disposent encore de 3 000 à 5 000 combattants actifs dans le désert syrien, le président Trump étant plutôt partisan d'un retrait. À l'échelle régionale et sur le plan géopolitique, doit-on s'attendre à une profonde remise en cause de l'implantation de l'Iran et de la Russie dans le pays, ce qui pourrait s'avérer bienvenu dans le contexte de la guerre en Ukraine et pour la stabilisation de la situation au Proche-Orient? Enfin, comment va évoluer l'attitude d'Israël, qui a choisi une posture proactive pour la sécurisation de ses frontières, mais devrait aussi penser à l'avenir de sa relation avec la Syrie? Sur ces différents points, nous espérons y voir un peu plus clair au terme de cette audition. Je vous laisse donc la parole, Monsieur le ministre, et à l'issue de laquelle vous aurez bien sûr les interventions de tous les groupes de l'Assemblée nationale présents ici ce soir. Monsieur le ministre, c'est à vous. Monsieur le Président, cher Bruno Fuchs, Mesdames et Messieurs les députés, au matin du 8 décembre, la Syrie s'est réveillée libre du pouvoir qui l'oppressait depuis des décennies. Après 54 ans de domination et 13 ans d'une guerre civile qui a fait plus de 400 000 victimes, le régime des Assad s'est effondré en quelques jours. Ce matin-là, nos pensées se sont d'abord tournées vers toutes les victimes de cet état de barbarie que décrivait avec lucidité le grand Michel Seurat. Ceux qui ont été suppliciés dans le système concentrationnaire des prisons du régime, dont l'horreur apparaît désormais au grand jour avec l'ouverture de Sednaya. Ceux qui ont été assassinés dans des fosses communes à Tadamon et ailleurs. Ceux qui ont été ensevelis dans les bombardements qui ont rasé Alep, Homs, Hama, Yarmouk, Laghouta et tant d'autres villes. Ceux qui ont été tués par les armes chimiques retournées par le régime contre son propre peuple. Ceux qui, par millions, ont dû prendre les routes de l'exil. Permettez-moi de commencer cette audition en leur rendant un hommage collectif et solennel. Les inquiétudes légitimes que nous pouvons avoir sur l'avenir de la Syrie et la lucidité qui s'impose quant à la matrice dont sont issus ceux qui ont renversé le régime d'Assad ne doivent pas faire oublier la nature criminelle de ce pouvoir qui n'a eu de cesse de réprimer et de martyriser son propre peuple. Ce régime n'était pas seulement l'ennemi des Syriens, il était le nôtre. Il faut le rappeler, s'il s'est toujours couvert d'un vernis laïque et modernisateur, c'est pour mieux nous leurrer, car le système des Assad n'a eu de cesse d'agir contre nos intérêts, que ce soit en instrumentalisant le terrorisme islamiste, en suscitant la plus grande vague migratoire qu'ait connue le continent européen, ou en déstabilisant le Liban. Permettez-moi d'ailleurs d'associer à cet hommage aux victimes du régime le souvenir de notre ambassadeur à Beyrouth, Louis Delamarre, assassiné en 1982 par des séides de Damas, ainsi que la mémoire de Kamal Jumblat,
Bachir et Pierre Gemayel, René Mouawad, Rafik Hariri, Samir Kassir, Gebran Tueni et toutes les autres victimes des assassinats politiques au Liban. Ce régime était d'ailleurs associé avec des puissances qui nous sont profondément hostiles. Je pense en premier lieu à la Russie, qui vient de montrer en s'avérant incapable de protéger Assad les limites de ses capacités. Certains, en Afrique et ailleurs, seraient bien inspirés d'en tirer les leçons. La Syrie vient de connaître un tournant historique. Nous devons l'aborder avec volontarisme, espoir, mais aussi avec lucidité sur les risques auxquels font face les Syriens, à qui il appartient désormais de réconcilier et de reconstruire leur pays. D'autres pays de la région ont vu chuter des tyrans. Je pense à l'Irak de Saddam Hussein, à la Libye de Muammar Kadhafi. Le premier risque pour la Syrie, c'est de sombrer dans l'instabilité et dans la division que ces deux pays ont connue pendant de nombreuses années. C'est de voir ce qu'il reste de l'État disparaître et la Syrie livrée aux affrontements de factions rivales et à une fragmentation territoriale et confessionnelle instrumentalisée par des puissances extérieures. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur cette carte, le pays reste divisé, comme il l'était déjà sous Assad, qui n'en contrôlait qu'une partie. Damas, les grandes villes de l'Ouest et la côte sont contrôlées par une coalition de groupes rebelles, dominés par le Front de libération du Levant, HTC, et l'armée nationale syrienne. Le Sud, par divers groupes de rebelles, le Nord-Est, par la coalition arabo-kurde des forces démocratiques syriennes. Le deuxième risque que nous connaissons bien pour avoir combattu Daesh en Syrie depuis des années, c'est celui du terrorisme islamiste. Daesh peut profiter des bouleversements en cours pour essayer de renaître de ses cendres et notamment libérer les combattants terroristes français aujourd'hui retenus dans les prisons et camps du nord-est syrien. Et nous savons, même si ces discours sont aujourd'hui encourageants et qu'il ne semble pas avoir commis d'exactions au cours de son offensive victorieuse, d'où vient le groupe qui exerce aujourd'hui le pouvoir à Damas. Nous ne le jugerons donc pas sur les paroles, mais sur les actes et dans la durée. Pour conjurer ces risques, pour assurer notre propre sécurité, la stabilité de la Syrie et celle de la région, nous devons nous engager collectivement. Avec les nombreux outils dont nous disposons, je pense notamment à l'aide à la reconstruction et à la levée des sanctions internationales. Mais en conditionnant cet appui à des engagements clairs sur le plan politique et sur le plan sécuritaire. Sur le plan politique, les Syriens méritent, conformément aux idéaux de la révolution de 2011 pour laquelle ils sont morts en si grand nombre, une transition pacifique, représentative de toutes les composantes de la société syrienne, qui est plurielle et doit le rester, respectueuse des droits de tous les Syriens, y compris des femmes et des minorités ethniques et confessionnelles. Pour assurer la stabilité, cette transition doit préserver les institutions de l'État et garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Voilà pour le plan politique. Sur le plan sécuritaire, nous attendons que nos intérêts collectifs soient pris en compte. Il faut que la lutte contre Daesh et les autres groupes djihadistes se poursuive, ce qui passe par la fin des combats dans le nord-est syrien et la préservation de nos partenaires kurdes qui y combattent l'État islamique. Nous serons particulièrement attentifs à la question des combattants terroristes français, mais il faut également que les armes du régime, notamment chimiques, soient saisies et détruites. Alors comment mettre en œuvre cette approche conditionnelle ? D'abord en nous engageant sur le terrain avec les Syriens. Hier, et pour la première fois depuis 12 ans, une mission française conduite par notre envoyé spécial pour la Syrie, qui est présent à mes côtés, s'est rendue à Damas. Notre délégation a repris possession de notre ambassade et y a hissé le drapeau français. Comme vous pouvez le voir en image. Comme vous le voyez, la nature a repris ses droits dans notre emprise. Et je veux saluer au passage les forces qui ont permis à cette mission de se rendre à Damas en toute sécurité dans la journée d'hier. Mais cette ambassade, cette emprise française est restée préservée, si vous voulez bien avancer sur la photo suivante. Et vous voyez que le bureau de notre ambassadeur de l'époque, Éric Chevalier, est dans l'état dans lequel il a été quitté en 2012.
Nos couleurs flottent de nouveau sur Damas, où nous allons travailler à la réouverture de notre dispositif diplomatique en fonction de l'évolution des conditions politiques et sécuritaires. Notre délégation, menée par notre envoyé spécial, a fait connaître nos attentes politiques et sécuritaires à un représentant des autorités mises en place par ceux qui ont pris le contrôle de Damas. Ce premier échange a été constructif et il a vocation à se poursuivre. Notre délégation a également échangé, comme vous allez pouvoir le voir à l'écran, avec des représentants d'organisations de la société civile syrienne qui ont déjà ouvert des bureaux à Damas pour marquer notre volonté d'être aux côtés des Syriens dans cette période de transition. Ils nous ont exprimé notamment de leur forte attente en matière d'appui à la justice, à la lutte contre l'impunité. Notre délégation a échangé enfin avec des représentants de diverses communautés syriennes auxquelles elle a marqué notre attachement à une Syrie plurielle dans le cadre d'une citoyenneté commune. Et vous voyez sur cette dernière image notre envoyé spécial avec des patriarches chrétiens. Il s'est aussi entretenu avec des représentants alaouites, kurdes, druzes et ismaéliens. Nous allons poursuivre ces efforts d'engagement avec l'ensemble des Syriens. J'ai moi-même déjà échangé avec des représentants de l'opposition politique internationalement reconnue, le Comité syrien des négociations, et avec des grandes figures de la société civile syrienne. Nous allons également œuvrer concrètement au bénéfice des Syriens. Nous allons notamment déployer sans attendre des moyens pour soutenir médicalement et psychologiquement les détenus libérés des prisons du régime et œuvrer à la lutte contre l'impunité des crimes commis. La France a été à l'avant-garde de ce travail de justice. Chacun sait le rôle que nous avons joué pour révéler le dossier César et le massacre de Tadamon. Et nos tribunaux ont condamné de hauts responsables du régime syrien pour leurs crimes. Nous continuerons nos efforts. Voilà ce que nous faisons à titre national. Nous mettons ensuite en œuvre cette approche en mobilisant nos partenaires internationaux pour une transition qui garantisse la stabilité collective. Cette transition bénéficie déjà d'un cadre, la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et des efforts de médiation de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Geir Pedersen. Nous soutenons ces efforts. Nous les soutenons collectivement puisque, avec nos partenaires arabes, la Turquie, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Union européenne, nous nous sommes réunis samedi dernier, le 14 décembre, à Aqaba, en Jordanie, pour coordonner notre appui collectif et conditionnel à une transition en Syrie. Nous y avons posé, dans une déclaration, les principes directeurs de notre engagement en Syrie, selon les lignes que j'ai évoquées précédemment. Ce groupe sera pérennisé et nous accueillerons en janvier à Paris sa deuxième réunion. Et c'était important que dès samedi dernier, si je puis dire, ces grands principes puissent être partagés et édictés de manière à ce que les autorités de fait à Damas puissent connaître les attentes à leur égard de la communauté internationale. Et puis hier, à notre initiative, une déclaration à la presse du Conseil de sécurité des Nations Unies a été adoptée sur la Syrie qui reprend une nouvelle fois ces principes que je viens d'aborder. À l'heure où les nouvelles autorités s'interrogent sur les attentes de la communauté internationale, ces textes pris bout à bout fournissent donc le cadre de référence. Je me suis parallèlement entretenu avec la grande majorité de mes interlocuteurs de la région, avec les Arabes qui sont naturellement en première ligne pour faire réussir la Syrie, avec les Turcs aussi, qui sont des interlocuteurs incontournables si nous voulons éviter une déstabilisation du nord-est syrien, pour lequel nous devons trouver une solution qui assure les intérêts de sécurité de toutes les parties et garantisse les droits, et notamment les droits politiques des Kurdes syriens. Avec les Américains, partenaires de premier plan dans la lutte contre Daesh, avec les Européens, avec lesquels nous avons adopté à l'occasion du Conseil des Affaires étrangères du 16 décembre une approche commune vis-à-vis de la Syrie. Et puis, et c'est mon dernier point, nous œuvrons à préserver la stabilité des voisins de la Syrie, que nous savons sensibles au bouleversement de cette dernière. Au Liban, nous renforçons notre soutien à l'armée pour sécuriser la frontière syro-libanaise et éviter que des groupes criminels ne tirent parti de la situation pour s'y déployer. En Irak, nous poursuivons notre appui à la lutte contre Daesh et essayons d'aider les Irakiens à faire de leur pays, dans le cadre du format de Bagdad, initié par le président de la République, un espace de dialogue et de stabilisation pour la région. Mesdames et messieurs les députés, ce sont les Syriens qui sont parvenus, au terme d'années d'efforts et de sacrifices inouïs, à renverser le régime qui les oppressait. C'est à eux qu'il revient de construire un avenir meilleur, une Syrie libre et prospère.
Et c'est pleinement conscient des défis et des risques auxquels ils sont confrontés que nous leur disons notre volonté d'être à leur côté dans cette entreprise. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette première présentation que vous avez choisie concise, rapide, de façon à laisser la place aux échanges. Je voulais également, juste avant d'entendre les groupes, saluer la présence d'un grand nombre de stagiaires de 3e qui sont avec nous ici, preuve que chaque député, la Commission également, joue son rôle à fond dans cette initiative et son rôle justement citoyenne et d'insertion un peu plus tard dans la vie professionnelle. Donc, bienvenue. Et surtout, peut-être, avant d'entendre les groupes, vous remercier et féliciter, remercier votre envoyé spécial et toute la délégation française. Je pense que toute la Commission a vu les images, a été fière, en tout cas, du travail que vous avez pu accomplir au nom de la France après 12 ans de fermeture de notre représentation. C'est des images très, très émouvantes, mais aussi qui laissent présager une nouvelle ère dont a parlé le ministre et qu'on va développer dans cette commission. Merci en tout cas du travail que vous avez fait et merci, Monsieur le ministre, pour ces images. Je pense qu'on a tous découvert pour la première fois cet après-midi et qui laisse effectivement présager d'une nouvelle ère, on l'espère, et on verra comment vous voyez la nouvelle gouvernance qui s'installe en Syrie, le rôle des puissances de la sous-région, la Turquie notamment, dans les semaines et les années qui viennent. Pour les groupes, le premier à intervenir est le mouvement démocrate, et je donne la parole à Madame Maude Petit. Merci, Monsieur le Président, cher Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il n'aura donc fallu que 12 jours aux rebelles du groupe armé islamiste de Hayat Tahrir al-Sham pour renverser le régime de Bachar al-Assad qui régnait d'une main de fer sur la Syrie depuis plus de 50 ans. La joie des Syriens est celle d'un peuple enfin libéré de la terreur qu'ont fait régner sur ce pays l'ancien président Hafez el-Assad puis son fils Bachar, surnommé, c'est peu dire, le boucher de Damas. Humiliations, détentions arbitraires, tortures, meurtres, famines organisées, bombardements sur des civils, utilisation de l'arme chimique. Pour beaucoup de Syriens, le nom de Bachar el-Assad, qui a trouvé refuge à Moscou avec sa famille, incarne des années de répression sanglante, la guerre civile déclenchée en 2011 dans la foulée des manifestations inspirées par le printemps arabe qui a causé près d'un demi-million de morts et contraint des millions de personnes à l'exil. La joie des Syriens est donc plus que compréhensible, mais, passé cette euphorie, quel avenir attend la population syrienne? Le profil du nouvel homme fort de la Syrie, Abou Mohamed al-Joulani, leader du groupe armé Hayat Tahrir al-Sham, qui se définit désormais comme un mouvement islamiste révolutionnaire syrien, veut donner des gages pour être retiré des listes d'organisations terroristes. Le front Al-Nosra avait en effet fait parler de lui pour la radicalité de ses actions en appliquant strictement la charia dans les territoires qu'il avait conquis. J'aurais ainsi 4 questions, Monsieur le Ministre. Comment assurer la transition entre l'ancien régime et les nouvelles autorités qui devraient être soumises à des élections qu'Abou Mohamed al-Joulani a promis d'organiser d'ici 3 mois? Doit-on craindre la mise en place d'un État islamiste radical et une résurgence de l'État islamique, alors que la grande majorité des États de l'Union européenne avaient fermé leur ambassade à Damas en rompant ainsi leurs relations avec l'ancien dictateur? Quel rôle pour l'Union européenne et pour la France en particulier vers ce nouveau pouvoir syrien? Et enfin, on apprend par la presse du jour que des milliers d'influenceurs, y compris des Français, seraient sollicités par le Kremlin pour relayer une propagande pro-russe, avec les répercussions que l'on peut aisément anticiper. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, confirmer cette information ainsi que son ampleur sur de nombreux théâtres de conflits comme la Syrie et nous fournir des précisions à ce sujet? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le Ministre, dans un format court, mais forcément avec 4 questions, je ne suis pas sûr qu'on peut s'y répondre en 2 minutes 30. Donc, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Et Madame la députée, je commencerai par la dernière de vos questions. Effectivement, la France est visée par plusieurs types d'ingérences étrangères, d'ingérences numériques étrangères, et c'est d'ailleurs par ce mode opératoire que la Russie s'attaque régulièrement au soutien de l'Ukraine. Et ces manipulations disent la faiblesse géopolitique actuelle de Moscou. Les modes opératoires déployés sont variés, ils évoluent fréquemment. Les élections récentes en Moldavie et en Roumanie ont par exemple illustré le recours massif à des influenceurs sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, pour perturber le scrutin.
Et comme vous l'avez dit, nous disposons d'éléments qui confirment que la Russie tente également de manipuler des influenceurs dans d'autres pays européens, dont la France. Des investigations sont en cours et nous appelons les créateurs de contenu, comme leurs abonnés, à la plus grande vigilance sur ces menaces qui pèsent sur notre débat public. Et dans ce domaine, il faut être résolu, garder son sang-froid. Il faut comprendre la menace, faire front uni et bien choisir les outils pour y répondre. La France a renforcé ses outils pour détecter et caractériser les ingérences numériques. Et par ailleurs, en juillet 23, puis en décembre 24, la France a obtenu des sanctions européennes contre des entreprises de désinformation russes. Sur les points que vous avez soulevés dans vos autres questions, l'Union européenne et la France ont évidemment un rôle très important à jouer pour l'avenir de la Syrie. C'est un rôle que nous jouerons dès lors que nos attentes, que les conditions que j'évoquais auront été remplies. C'est l'accompagnement financier à la reconstruction et puis c'est la levée de certaines des sanctions qui ont été prises par l'Union européenne ces dernières années à l'encontre de la Syrie. Je dis certaines des sanctions puisque il y a eu des sanctions européennes et américaines qui visent des personnes et des entités liées au régime d'Assad. Celles-ci n'ont évidemment pas vocation à être levées, la chute du régime n'effaçant pas ces forfaits. Mais d'autres sanctions européennes qui visent des secteurs économiques ou des institutions de l'État syrien pourraient, le moment venu, être réévaluées. Et puis, troisième élément, il y a des sanctions qui visent des personnes et des entités liées au terrorisme en application des décisions des Nations Unies. C'est dans le cadre onusien qu'il faudra mesurer si elles sont toujours pertinentes. Une telle réévaluation ne peut, à mon sens, intervenir que sur le long terme et dépendra d'un certain nombre de décisions vérifiables dans la durée. Ceci étant dit, cela ne doit pas nous empêcher d'agir à très court terme et de manière inconditionnelle, en nous assurant que l'aide humanitaire parvienne immédiatement aux populations syriennes qui en ont besoin aujourd'hui. Et de la même manière, que de manière inconditionnelle, nous puissions apporter, comme je l'évoquais dans mon introduction, tout le soutien technique et toute l'expertise nécessaire à mettre en place les conditions du recueil des preuves pour que la justice puisse faire son travail et que la lutte contre l'impunité puisse être efficace et effective. Un mot peut-être, Monsieur le Ministre, sur la question de la transition. Est-ce qu'un État tel qu'il est organisé aujourd'hui est capable de faire des élections en 3 mois et la nature de cette transition telle que vous la voyez? Je le disais, le cadre de la transition, c'est le cadre onusien. Il y a une résolution de référence, la résolution 2254, qui prévoit un processus de transition vers une autorité représentative des Syriens et de la Syrie dans sa diversité. C'est l'objectif vers lequel il faut tendre. Le gouvernement qui a été formé la semaine dernière a annoncé qu'il était lui-même transitoire, avec une fin annoncée au 1er mars. Cette fin annoncée doit être l'occasion pour une autorité de transition d'être établie, qui représente la Syrie dans toutes ses composantes et qui puisse permettre d'initier un processus politique conduisant le moment venu à des élections. Merci. Je donne la parole pour Horizon et Indépendant, Madame Isabelle Ménard et Laurent Mazori pour Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire se prépare. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Reprenez avec le micro, voilà. Il n'était pas en fonction. Reprenez depuis le début, c'est à vous. Très bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de votre présence ici, malgré la situation politique particulière dans laquelle nous sommes. Je voudrais tout d'abord revenir sur les derniers événements en Syrie et proposer au nom de mon groupe quelques analyses. D'abord, les Syriens ont fait tomber l'un des pires tyrans contemporains. Les images qui nous parviennent de la libération des prisons du régime permettent de constater toute l'ampleur de la répression de Bachar al-Assad contre les aspirations démocratiques de son propre peuple. Les Syriens se sont libérés essentiellement seuls. L'armée de Bachar ne s'est pas battue et la Russie et l'Iran n'ont pas bougé. Enfin, nous nous inquiétons du sort réservé aux minorités. Pour les Kurdes, menacés par les milices pro-turques, pour les chrétiens qui ont déjà quitté massivement la Syrie, nous espérons que les nouveaux dirigeants de la Syrie auront à cœur de protéger leurs libertés et droits fondamentaux. Je voudrais porter ma question sur les sanctions européennes sur la Syrie. Dans un entretien à la presse internationale et à France 24, le leader de facto des rebelles au pouvoir,
al-Shara appelle à la levée des sanctions, arguant qu'elles étaient destinées à punir les actes d'un bourreau qui a quitté le pays. Alors, Ayman al-Shara n'est pas un enfant de cœur. C'est un salafiste, certes, plus nationaliste que djihadiste, mais ce n'est ni un laïc, ni un modéré, ni un démocrate. Monsieur le ministre, en votre qualité actuelle, je voulais vous interroger sur le niveau européen. Je crois que vous y avez vraiment répondu, mais bon, j'interviens à nouveau. La haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères a affirmé que la levée des sanctions n'était pas pour tout de suite, en attendant plus de garanties de la part de l'organisation au pouvoir en Syrie. Quels critères et quels calendriers seront retenus pour redéfinir la position de l'UE vis-à-vis de la Syrie? Je crois que vous avez partiellement répondu à cette question. Voilà, partiellement. Merci. Il y a peut-être d'autres informations complémentaires que vous avez à donner, Monsieur le Ministre. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, vous avez parlé de ce moment si frappant de l'ouverture des prisons du régime. Je voudrais simplement, en réaction à ce que vous avez dit, évoquer le fait que nous ne prenons pas encore tout à fait la mesure de l'ampleur des atrocités de ce régime. J'ai été très ému de voir des familles se précipiter devant ces prisons qui ouvraient enfin à la recherche d'un père, d'un frère ou d'un cousin, et de ne pas le trouver sur place. Ce qui signifie que dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons découvrir à quel point la barbarie de Bachar el-Assad et de son régime a conduit à des crimes d'une ampleur qu'on n'aurait pas estimé possible. Sur le profil du dirigeant du groupe rebelle qui aujourd'hui est en place à Damas, nous n'avons aucune naïveté. Nous savons quel a été l'itinéraire du groupe qu'il dirige. Il a pris ces derniers temps, et depuis la chute du régime, un grand nombre d'engagements qui vont dans le sens de la transition que j'évoquais et que chacun appelle de ses voeux en Syrie, mais nous le jugerons sur pièce. Il s'est distancié il y a des années de Daesh et d'Al-Qaïda, auxquels l'ont opposé de violents combats. Nous attendons que nos intérêts de sécurité soient pris en compte et que la lutte contre Daesh et d'autres groupes djihadistes similaires se poursuive et que ne se développent pas en Syrie de nouveaux un terreau fertile à l'émergence de tels acteurs. Là aussi, nous jugerons sur pièce. Et donc, autrement dit, comme je le disais tout à l'heure, dans l'immédiat, l'aide humanitaire, le soutien à la justice, à la lutte contre l'impunité, et puis à terme, l'aide financière à la reconstruction au niveau national et européen, la levée éventuelle des sanctions, mais à condition que nous soyons face à une transition politique qui respecte le caractère pluriel de la Syrie, qui respecte les droits de l'homme, le droit des femmes, et qui nous offre les garanties que nous attendons vis-à-vis de nos intérêts de sécurité. Et j'ai parlé tout à l'heure des armes chimiques, je viens d'évoquer la question du terrorisme, autant de sujets sur lesquels nous serons particulièrement attentifs. Merci, Monsieur le Ministre. Pour Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Laurent Mazori. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, merci tout d'abord pour toutes ces informations et ces orientations que vous avez partagées aujourd'hui avec nous. Bien en amont de la chute du dictateur Bachar el-Assad et malgré celle-ci, la situation en Syrie demeure l'une des crises humanitaires les plus graves de notre époque, avec plus d'un demi-million de morts, des millions de personnes déplacées, des violences persistantes et des violations des droits humains qui continuent d'alerter la communauté internationale. Monsieur le Ministre, pensez-vous qu'un dialogue puisse être établi de façon fiable dans le temps avec les nouveaux maîtres de Damas, ces représentants de l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, qui à ce jour n'ont renoncé qu'à la globalisation du djihad, mais pas au djihad lui-même? Monsieur le ministre, pensez-vous qu'un risque de libanisation du pays soit à craindre, à l'aune d'ailleurs de la carte qui est encore affichée derrière vous, du fait de son morcellement culturo-religieux, ou bien estimez-vous que HTC soit en capacité de parvenir à une solution de stabilité qui respecte toutes les parties, comme les Kurdes, nous en avons parlé, les chrétiens ou encore les Druzes qu'il ne faudrait pas oublier? Enfin, je voudrais attirer votre attention, car je sais toute la passion que vous avez pour cette commission que vous avez présidée, puisque dans un article du Monde publié lundi, il y était indiqué que les services de renseignement ont transmis des notes en provenance du Quai d'Orsay, et en particulier sur l'ensemble des éléments liés au renouveau d'un État islamique en Syrie, notes dont le Monde a pu avoir connaissance.
Je n'ai donc à vous indiquer, Monsieur le ministre, que je trouve dommage que la représentation nationale, et en particulier les membres des commissions, aussi bien sénatoriales que dans cette salle, des affaires étrangères, ne soient pas destinataires de ces notes, même partiellement en amont de la presse. Nous arrivons souvent en bout de chaîne et il ne me semble pas pertinent de prendre connaissance d'éléments aussi importants par la presse. Et par exemple, nous avions déjà vu la photo de la montée avec honneur du drapeau français et je regrette ce point. Et donc, je sais que vous y travaillez et j'espère que nous y travaillerons pour éviter ce genre de découverte. Merci par avance. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, non, vous n'aviez pas vu cette photo. Ces photos ont été présentées en exclusivité, merci de me donner l'occasion de le préciser, à la représentation nationale. Je parle de la photo de la mission dans le jardin de l'ambassade avec le drapeau. Je parle de la photo du chevalet de notre ambassadeur au moment où il a quitté notre emprise. Et je parle de la rencontre de notre délégation avec les représentants de la société civile ou avec certaines communautés. Ce sont des photos qui n'ont été présentées qu'à vous, mesdames et messieurs les députés. Monsieur, prenez un micro si vous voulez interrompre, mais ou demandez la parole peut-être avant. Non mais votre micro ne fonctionne pas. Donc attendez. Monsieur Herbillon demande la parole. Je lui la donne. Monsieur. C'est juste une question. Je voudrais savoir cette photo, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, qui est derrière vous. Où est-ce qu'elle a été prise? C'est juste ça ma question. Le lieu exact. Oui, Monsieur l'envoyé spécial. C'est dans le cadre d'une organisation. C'est dans le cadre d'une organisation que le ministère des Affaires étrangères soutient à travers le Centre de crise et de soutien, qui est une organisation laïque qui forme en fait de jeunes Syriens à des initiatives d'entreprise. Et nous avons été reçus en fait par toute la société civile, dont beaucoup sont des personnalités qui vivaient à Paris il y a encore 2 jours et qui ont fait le voyage pour venir nous rencontrer et qui ont demandé à ce que la France soit présente. Donc c'est dans le quartier de Bab Touma, donc le quartier chrétien de Damas. Question, réponse. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur l'envoyé spécial. Mais donc, voilà, on avait quand même retenu un certain nombre de choses pour pouvoir vous les présenter. Sur le dialogue avec l'autorité de fait, la mission que nous avons envoyée en Syrie s'est contentée de rencontrer le point de contact désigné par les autorités de fait pour la communauté diplomatique. Mais nous ne nous interdisons aucun contact à l'avenir. L'essentiel n'est pas de savoir quel interlocuteur chacun rencontre, mais la convergence des messages passés aux autorités de fait. C'est pourquoi il était si important que la France soit représentée samedi dernier à Aqaba pour que les messages de la communauté internationale puissent être harmonisés. Merci, Monsieur le Ministre. La parole pour le Rassemblement national est à Guillaume Bigot, puis ensuite nous entendrons Madame Lacrafi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, au terme de 13 années de guerre civile, Bachar el-Assad a enfin fui la Syrie le 8 décembre dernier. D'après les informations sorties dans la presse internationale, il s'avère que les présidents Erdogan et Poutine et le Premier ministre Netanyahou se sont tenus informés dès la fin du mois de novembre, sinon de l'imminence du moins du caractère inéluctable de l'effondrement du régime de Bachar el-Assad. Ce qui a permis à la Turquie, à la Russie et à Israël d'anticiper les effets de ce qui est un véritable séisme géopolitique dans la région. Est-ce que les autorités françaises, vous-même, avez été avisées de la possible et rapide chute de Damas? Avec le recul d'ailleurs, n'était-ce pas une erreur de fermer notre poste en Syrie en 2012? Si tous les démocrates sincères ne peuvent que se réjouir de voir un peuple mettre à bas un tyran et des prisons qui étaient aussi des centres de torture se vider, pouvez-vous nous garantir que la Syrie, dans 1 an, dans 5 ans, ne sera pas pire que la Syrie sous Bachar? Ce changement de régime à Damas soulève aussi l'angoissante question des djihadistes français ou européens que l'on appelle, vous le savez, des revenants. Ces revenants sont de 3 types sur le sol syrien. Dans les rangs d'HTS et des rebelles ayant pris le pouvoir, on sait qu'il existe des ressortissants occidentaux. Quelle garantie avons-nous que ces derniers ne retourneront pas leurs armes contre nous? L'ouverture des geôles de Bachar libère aussi des djihadistes français et occidentaux. Quelle garantie pouvez-vous nous offrir que ces derniers ne commettront pas demain des attentats en France? Le HTS, aidé de la mal nommée ANS, Armée nationale syrienne, en réalité un proxy turc, semble bien parti pour balayer les Kurdes des zones qu'ils occupent, ce qui risque de libérer plus d'une centaine de djihadistes français. Ici encore, avez-vous reçu de Damas ou d'Ankara des garanties pour la sécurité de notre pays? Surtout le lâchage des Kurdes, à qui le traité de Sèvres de 1920 avait promis une région autonome et qui ont si valeureusement défendu la civilisation contre Daesh, n'est-il pas plus qu'une faute morale, une erreur,
révélant au monde la fragilité de nos engagements. À moins que la France ne s'engage, et ses alliés, à dissuader l'ANS et HTS, et même l'aviation turque, de conquérir et de bombarder les positions du YPG kurde. À vous de nous le dire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, que la Syrie et le régime de Bachar al-Assad aient été fragilisés ces derniers mois, c'est quelque chose qui était tout à fait identifié. Vous dire que lorsque l'offensive a commencé, qu'il a été perçu assez rapidement qu'elle pourrait aller jusqu'à Damas par la France ainsi que d'autres pays, c'est également quelque chose que je fais très volontiers. Ensuite, vous dire qu'il y a 6 mois, les acteurs de la région, les partenaires occidentaux aient pu anticiper un bouleversement aussi rapide, ce serait sans doute être un petit peu, je dirais, audacieux, parce que nous l'avons vu, les Syriens eux-mêmes, pour un certain nombre, avaient presque perdu espoir que le régime puisse tomber. Et cela explique sans doute l'immense soulagement qu'ils ont pu ressentir une fois le régime effectivement tombé. Sur votre question qui concerne nos intérêts de sécurité directe, à ce stade, les camps et prisons du nord-est syrien, où sont détenus les ressortissants français ayant rejoint Daesh, sont toujours contrôlés par nos partenaires des forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire des Kurdes et des Kurdes syriens. Nous suivons évidemment avec beaucoup de vigilance l'évolution de la situation sécuritaire et sommes prêts à réagir s'il en était besoin. Sur le plan diplomatique, dès le dimanche de la chute de Damas, ou du régime de Bachar al-Assad, j'ai moi-même été en lien avec mon homologue turc pour lui adresser ce message et je dirais, l'alerter sur ce point qui touche très directement à nos intérêts de sécurité. Je parle donc dimanche, il y a 10 jours. Nos partenaires des forces démocratiques syriennes ont joué et continuent de jouer un rôle clé dans la lutte contre Daesh. Ils y ont consenti de lourds sacrifices auxquels je rends hommage. Nous avons une dette à leur égard et des intérêts communs. Nous devons donc préserver la stabilité des régions qu'ils contrôlent aujourd'hui, sous peine de voir Daesh y reprendre pied. Cette stabilisation passe d'une part par des démarches à l'égard de la Turquie, comme celle que j'ai entreprise dimanche il y a 10 jours, comme celle que j'ai entreprise à nouveau samedi dernier, puisque à Aqaba en Jordanie, j'étais aux côtés de Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères. Nous connaissons les préoccupations sécuritaires d'Ankara vis-à-vis du PKK, mais nous sommes convaincus qu'il est possible de trouver des arrangements qui satisfassent les intérêts de tous. Nous y travaillons, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Dans l'immédiat, les combats à Manbij et à Kobané doivent cesser. Et puis, cette stabilisation, elle passe d'autre part par l'inclusion des forces démocratiques syriennes au processus politique syrien. La transition à venir doit intégrer toutes les composantes de la Syrie. Cela vaut en particulier pour la composante kurde, spécialement discriminée par le régime d'Assad et dont les droits doivent être respectés. Des signaux positifs ont été envoyés aussi bien par le commandant des forces démocratiques syriennes que par les autorités de fait de Damas qui se sont exprimées en ce sens lors de la rencontre d'hier avec notre envoyé spécial. Nous les encourageons à se mettre autour d'une table et à initier des discussions sur l'avenir de leur pays. Merci, Monsieur le Ministre. La parole à présent est à Madame Amélie Lacrafi pour Ensemble pour la République. Arnaud Le Gall se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je me réjouis, comme chacun d'entre nous ici, de la chute du régime de Bachar al-Assad, dont souffraient les Syriens depuis plus d'un demi-siècle, et plus particulièrement encore depuis les printemps arabes de 2011, le fils ayant malheureusement dépassé le père dans sa cruauté et son cynisme. Il faudrait d'ailleurs avoir aussi une réflexion sur nous-mêmes lorsque l'on songe que Bachar al-Assad, comme Kadhafi ou d'autres satrapes de la région, ont d'ailleurs été accueillis en grande pompe avec tous les honneurs dans notre pays il n'y a pas si longtemps pour Assad, à savoir en 2008. Les excès sanguinaires du régime face à des manifestants pacifistes ont favorisé l'implantation d'islamistes et de Daesh. Des millions d'entre eux, donc de Syriens, ont dû trouver refuge hors de leurs frontières en Allemagne et en Europe, mais aussi dans les pays limitrophes, avec des effets extrêmement déstabilisateurs. En Europe, l'extrême droite a exploité de manière éhontée cet afflux de réfugiés en faisant passer les immigrés et les musulmans pour des violeurs qui débarquaient en masse.
elle a hélas tiré de substantiels gains politiques, en Allemagne comme ici. Je pense aussi au Liban, pays majeur de ma circonscription, toujours au bord de l'effondrement, qui a été encore plus déstabilisé par de nombreux réfugiés accueillis, à savoir près de 2 millions, sur son sol, provoquant le ressentiment de nombreux courants politiques. Monsieur le ministre, face aux incertitudes entourant les intentions du HTC et alors que la France a envoyé une mission diplomatique sur place, comment envisagez-vous cette question des réfugiés syriens au Liban et de leur possible retour? La question se pose de la même manière au sujet des réfugiés syriens en Turquie que ce pays utilise à l'égard de l'Europe dans le cadre d'un chantage indigne qui ne l'honore pas. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la députée, l'objectif c'est bien évidemment que la situation se stabilise, qu'elle se sécurise de manière à ce que les réfugiés qui le souhaitent puissent rentrer en Syrie. Il y en a un peu plus de 3 millions en Turquie, il y en a 1 million au Liban. Pour certains d'entre eux, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui n'ont même pas connu le pays duquel ils sont issus. C'est pourquoi cette transition politique est si importante, parce qu'elle doit permettre aux Syriens qui le souhaitent de regagner la Syrie. Mais puisque vous m'interrogez sur le Liban, j'en profite pour parler quelques instants de l'avancée du cessez-le-feu, ou de la mise en œuvre du cessez-le-feu que nous avons obtenu aux côtés de nos partenaires américains et qui constitue un succès diplomatique dont nous pouvons être fiers, mais qu'il faut mener jusqu'à son terme. Comme vous le savez, cet accord prévoit un arrêt des combats, retrait sous 60 jours des forces israéliennes du sud Liban, où l'armée libanaise doit se déployer massivement et exercer le monopole de la force. À ce stade, le cessez-le-feu tient. Le nombre de violations, élevé dans les premiers jours, a considérablement diminué. L'armée libanaise a commencé son déploiement et l'armée israélienne a déjà évacué la région de Riam. La mise en œuvre de l'accord va se poursuivre. C'est le résultat de notre travail conjoint avec les Américains au sein du mécanisme de supervision qui a été mis en place. Nous y avons déployé la semaine dernière, sous l'autorité du général Ponchin, une équipe de diplomates et de militaires qui travaillent en lien étroit avec Israël, le Liban et les Nations Unies. Elle a déjà réuni il y a quelques jours à Naqoura les militaires israéliens et libanais qui ne s'étaient pas parlé depuis plus d'1 an. Ce travail va se poursuivre. Je tenais néanmoins à vous faire ce point d'étape. Merci beaucoup. La parole à présent à Monsieur Arnaud Le Gall pour la France Insoumise. Merci. Monsieur le ministre, personne ne regrettera le régime sanguinaire de la famille Assad, qui depuis longtemps ne tenait plus que par le bon vouloir de ses parrains russes et iraniens et par le narcotrafic. Nous rendons hommage aux victimes de cette tyrannie et je pense aussi aux familles qui ont retrouvé des proches. Voilà. L'histoire nous enseigne toutefois que le renversement des tyrannies n'emmène pas mécaniquement à l'établissement d'un ordre juste, pluraliste, à visée démocratique. Je rappelle que l'État islamique est largement a trouvé sa genèse dans la guerre menée contre l'Irak à partir de 2003. Alors si le leader du groupe HTC qui a pris le pouvoir fait preuve d'un certain pragmatisme, d'un certain respect à ce stade du pluralisme et du grand pluralisme de la société syrienne, dans la continuité de sa mue tactique où par laquelle il avait rompu avec Al-Qaïda et Daesh aux alentours de 2014-2016, sa matrice idéologique reste l'islamisme radical. Par ailleurs, la Syrie reste à la merci des priorités d'autres pays. La Turquie qui en profite à nouveau pour s'attaquer aux Kurdes, aux FDS, qui ont été, je le rappelle, même si tout le monde l'a dit ici, nos seuls alliés sur zone face à Daesh. Je mets en garde, Monsieur le ministre, que la remarque tout à fait justifiée que vous avez faite au sujet de ceux qui se pensent protégés par la Russie en Afrique ou ailleurs, que cette remarque elle ne s'applique pas à nous, s'agissant des Kurdes. Ils sont bien seuls, j'entends pas des voix s'élever, alors peut-être vous nous dites qu'il y a des négociations dans l'ombre, mais enfin on n'entend pas beaucoup de dénonciations des actions de la Turquie en ce moment dans le nord du pays. Par ailleurs, Israël en a profité pour accentuer son annexion illégale du Golan, profitant de la situation pour rogner encore plus de territoire syrien. Pourquoi votre silence sur ce sujet également? Je le dis parce que toutes ces ingérences font partie des facteurs qui peuvent affaiblir la lutte contre Daesh, qui peut ressurgir en Syrie notamment, comme l'ont rappelé nos services. Daesh se nourrit du chaos tout le temps. Enfin, vous dites que l'avenir reste imprévisible en Syrie, à commencer pour les Syriens évidemment,
Et pourtant, la première décision concrète de notre gouvernement, du gouvernement auquel vous appartenez, pardon, a été le gel des demandes d'asile. Soutenez-vous cette décision? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, plusieurs questions, là encore, dans cette intervention. Monsieur le Président, monsieur le député, vous avez raison de souligner l'importance que l'intégrité territoriale de la Syrie puisse être préservée et que la Syrie ne devienne pas le théâtre de lutte d'influence entre puissances régionales. S'agissant de la Turquie, je veux rappeler que ce mercredi 18 décembre, le président de la République s'est entretenu par téléphone avec Recep Tayyip Erdogan, président de la République de la Turquie, ce qui a été l'occasion pour lui de rappeler l'importance, d'une part, de préserver les intérêts de sécurité européens dans le nord-est syrien, et d'autre part, l'importance à ce que les Kurdes syriens puissent intégrer pleinement le processus politique que nous appelons de nos voeux. S'agissant d'Israël, nous avons fait une déclaration, mais je vais la préciser ici. Israël occupe militairement, depuis la chute du régime, la zone de séparation dont l'accord de désengagement israélo-syrien de 1974 prévoit la démilitarisation dans la région de Quneitra. Les autorités israéliennes indiquent que cette occupation, qui n'est pas conforme à cet accord, n'est que temporaire. Elle doit prendre fin le plus rapidement possible. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie doivent être respectées. La France renouvelle son plein soutien à la force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement. Et puis sur la décision à laquelle vous faites référence de l'OFPRA, qui a suspendu, comme il le fait systématiquement quand un pays connaît de bouleversements majeurs, l'examen de 700 demandes d'asile en cours de ressortissants syriens. Cette décision ne préjuge en rien de ces décisions ultérieures. Il est évidemment souhaitable, comme je l'ai dit, que les réfugiés qui le souhaitent puissent rentrer chez eux dans des conditions sûres et dignes. Et il faut pour cela travailler à créer l'environnement en Syrie qui le permette. Merci, monsieur le ministre. Je passe la parole à présent pour les socialistes et apparentés à monsieur Pierre Priptich. Monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, nous rendons hommage aux trop nombreuses victimes des bourreaux de Damas. Des questions, un sentiment et des espoirs. Des questions. Quelles actions de la France pour s'assurer de la responsabilité du régime Assad pour les décennies d'atrocités commises? Une deuxième question. Les services de renseignement craignent un renouveau de l'État islamique en Syrie. Qu'en est-il de cette situation? Quid des combattants djihadistes, notamment français, de ceux emprisonnés par le régime d'Assad, de ceux détenus par les Kurdes et de l'éventuel rapatriement des enfants? Troisième question. Alors que plusieurs partis politiques européens conservateurs appellent déjà à un rapatriement massif des réfugiés syriens, quelle est la position de la France, défendue par la France, et quelle est la position concernant les demandes d'asile? Enfin, quelle est la réaction de la France face à l'occupation par Israël de la zone tampon sur le plateau du Golan? Quelle réaction de la France pour permettre de mettre un terme aux actions de la Turquie qui cherche à affaiblir, nous le savons, les forces kurdes, notamment les forces démocratiques syriennes dans le nord-est de la Syrie? Alors que l'Iran a dit souhaiter, avec des guillemets, la poursuite de relations amicales avec la Syrie, le pays aura-t-il les moyens de s'émanciper de l'emprise iranienne? Nous participons pleinement à cette joie, au résultat de l'effondrement d'une dictature sanguinaire vieille de 54 ans. Nous ressentons ce sentiment de libération, de soulagement qui a envahi des millions de Syriennes et de Syriens. La protection donnée aux bourreaux de Damas par la Russie signe très clairement, s'il en était besoin, le lien atroce avec le régime de Damas. La Syrie n'est pas l'Afghanistan. Elle est au cœur d'une zone de tension, de pression extrême. Nous formulons plusieurs espoirs. Que les femmes et les hommes deviendront des acteurs d'une évolution démocratique. Que le statut de la femme, que le respect des religions appartenant à la sphère privée puisse se faire. Que la place des peuples dans le processus, que la façon de se comporter par rapport à Poutine avec les bases militaires évolue. Partisans que la Syrie garde son intégrité territoriale avec l'espoir qu'Israël ne soit pas tenté par des aventures annexionnistes. Monsieur le ministre,
J'ai conscience d'avoir posé de très nombreuses questions, mais la situation l'exigeait. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vos réponses. Monsieur le Président, monsieur le député, vous avez posé des questions, vous avez formulé des espoirs, et vos espoirs, je les partage, comme vous avez pu l'entendre dans mes propos. Je reviendrai peut-être pas immédiatement sur la question de la Turquie et d'Israël, puisque je viens de le faire en réponse à l'intervention d'Arnaud Le Gall. En revanche, si vous me le permettez, quelques mots sur la lutte contre l'impunité, qui est un axe central de la politique française en Syrie depuis le début du conflit. Nous l'avons soutenu depuis l'extérieur de la Syrie toutes ces années. Nous avons aidé des lanceurs d'alerte à quitter le territoire syrien et à dévoiler au monde les preuves des crimes abominables du régime syrien. Nous avons largement sanctionné les responsables des graves violations des droits de l'homme perpétrées par le régime. Nous avons soutenu la création de mécanismes internationaux de redevabilité, la commission d'enquête internationale et indépendante sur la République arabe syrienne, dite PINERO, et le mécanisme international indépendant et impartial, chargé de documenter les crimes du régime et d'en recueillir les preuves. Ils vont désormais pouvoir accéder au territoire syrien et étendre leurs investigations. Et puis enfin, nos tribunaux ont été les premiers à condamner les plus hauts responsables sécuritaires du régime pour leurs crimes. Nous allons poursuivre ce travail essentiel. La Syrie doit aller vers la réconciliation, mais il n'y a pas de réconciliation sans la justice, une justice qui ne peut pas être la vengeance. Mettons d'ores et déjà à disposition notre expertise technique pour appuyer les efforts des Syriens, maintenant que ces lieux sont accessibles, pour documenter les crimes du régime et tâcher d'apporter des réponses aux proches des 100 000 Syriens disparus, dont beaucoup ont hélas disparu dans l'enfer des prisons d'Assad. Et puis peut-être un mot sur les combattants terroristes aujourd'hui détenus dans le nord-est syrien. Sur le fond, vous le savez, la position de la France est constante et n'a pas changé. Les adultes ayant rejoint les rangs de Daesh, dont beaucoup sont retenus dans des prisons et des camps au nord-est syrien, gardés par des Kurdes, doivent être jugés au plus près du lieu où ils ont commis leurs actes. En revanche, les enfants ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des actes de leurs parents. Ils n'ont pas choisi de rejoindre la cause d'une organisation terroriste. Depuis 2019, nous organisons des opérations complexes de rapatriement d'enfants français dès que la situation le permet. Je rappelle qu'il s'agit d'une zone de guerre sur laquelle la France n'exerce aucun contrôle. La dernière opération a eu lieu le 4 juillet 2023 et à ce jour, 169 enfants ont été rapatriés avec leur mère, 57 femmes adultes, et ont été remises aux autorités judiciaires dès leur arrivée en France. Un certain nombre d'enfants n'ont pas été rapatriés, leur mère détenue avec eux ayant refusé leur retour en France. Mais de nouvelles opérations de rapatriement pourraient être organisées à l'avenir si les conditions le permettent. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Faure, on termine le... Très bien, ben, prenez la parole. Juste parmi les questions posées par Pierre Privetti, il y avait la question sur le statut de ceux qui sont en France et qui sont demandeurs d'asile depuis longtemps et dont on ne sait pas très bien si vous accédez aux demandes d'autres pays européens dits conservateurs et qui cherchent à les renvoyer immédiatement, ou si on attend de savoir un peu ce qu'il se passe réellement en Syrie. Il y a en France 40 000 personnes placées sous la protection internationale, c'est-à-dire détenteurs du statut de réfugié. Je ne vois pas très bien comment un pays de l'Union européenne, s'il tient à respecter ses engagements internationaux, pourrait revenir sur une décision comme celle-ci. La question qui a été posée, c'est celle de la suspension par l'OFPRA de l'examen en cours de 700 demandes d'asile actuellement en cours d'examen par l'OFPRA. Les demandes d'asile peuvent encore être déposées par l'OFPRA, mais qui, dans des circonstances comme celle-ci, typiquement suspend l'examen de manière à être certain de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Ce que je souhaite pour ma part, et c'est désormais peut-être envisageable alors que ça ne l'était pas jusqu'à présent, c'est que les conditions puissent, dans un avenir proche, redevenir acceptables pour que celles et ceux qui le souhaitent, y compris des personnes qui auraient obtenu le statut de réfugié en France ou dans d'autres pays de l'Union européenne, puissent rentrer en Syrie où ils ont leur attache, où ils ont peut-être leur famille, où ils ont peut-être leurs biens s'ils le souhaitent. Voilà.
Très bien. Je donne la parole, s'il n'y a pas de relance sur ce sujet-là, je donne la parole à présent à Michel Herbillon pour la droite républicaine et Jean-Louis Roumégas se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de votre présence pour informer notre commission sur ce qui représente un tournant tout à fait historique. Et évidemment, nous ne pouvons que nous réjouir de la chute d'un régime qui a fait tant de malheur pour son propre peuple. Je voudrais rendre hommage aussi à mon tour à toutes les victimes de cette guerre, plus de 500 000 selon l'agence France-Presse, et d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 100 000 personnes auraient péri dans les prisons du régime. Cette guerre a causé le déplacement de plus de 10 millions de Syriens sur les 23 millions que comptait le pays. Je veux rendre aussi hommage aux victimes, vous l'avez dit vous-même, des assassinats politiques de ce régime. Et je voudrais aussi vous dire et partager avec l'ensemble des collègues de la Commission l'émotion que nous avons en tant que parlementaires français de voir la mission de l'envoyé spécial et de voir de nouveau le drapeau français flotter dans ce qui était notre ambassade. Et c'est vrai que c'est un moment tout à fait important et je vous remercie de nous avoir montré cette photo et d'avoir pu partager avec vous, monsieur. Et je voulais aussi vous dire les vœux de succès que je forme pour la poursuite de votre mission. Je voudrais vous questionner, parce que beaucoup de choses ont été dites déjà, je voudrais vous questionner, monsieur le ministre, sur les conséquences géopolitiques que vous entrevoyez de ce changement de régime en Syrie. Puisque je rappelle quand même que vous évoquiez l'utilisation des armes chimiques, qui a été quand même un événement tout à fait considérable et qui a entraîné, chacun s'en souvient, une attitude pour le moins peu compréhensible, incompréhensible de la part des États-Unis à cette époque, puisque le président Obama a refusé, alors qu'il considérait que la ligne avait été franchie, d'intervenir. Et c'était sans doute le premier signe de la part des États-Unis et du président Obama du pivot vers l'Asie et le refus d'intervenir dans cette région. Et peut-être nous en aurons la poursuite avec l'attitude du président Trump. Donc je voudrais vous interroger sur les conséquences géopolitiques que vous entrevoyez de ce changement, puisque beaucoup de pays sont impliqués et ça m'intéresserait de vous entendre à ce sujet. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous avez parlé d'un tournant historique, et c'est vrai que c'est un bouleversement, un vrai tournant pour la Syrie, mais aussi pour la région, et en réalité, au-delà, puisque cette chute brutale du régime d'Assad est un revers cinglant pour certains de ses parrains, au premier rang desquels la Russie et l'Iran. Pour la Russie, c'est évidemment une déconvenue qui compromet la capacité de la Russie, au travers de ses 2 bases militaires en Syrie, d'accéder à la Méditerranée et donc à l'Afrique, où, comme vous le savez, et comme cette commission le sait mieux que quiconque, la Russie s'en prend directement aux intérêts français et aux intérêts européens. C'est également un revers pour l'Iran, qui avait, au fil des années, fait de la Syrie son nœud logistique, ou le nœud logistique de ce qu'on appelle, de ce que l'Iran appelait l'axe de la résistance. Il y a donc, entre certains des mouvements soutenus par l'Iran et l'Iran, une rupture du cordon ombilical qui permettait l'acheminement, l'approvisionnement en armes et en matériel de toutes sortes. C'est donc pour l'Iran un affaiblissement supplémentaire qui est intégré dans nos réflexions au moment où nous engageons l'Iran sur l'un de nos sujets de préoccupation et l'un de nos intérêts de sécurité majeurs, qui est celui de son programme nucléaire. Il y a donc là, en quelque sorte, à la fois, dans ce bouleversement majeur, les conséquences d'erreurs stratégiques de la Russie et de l'Iran,
erreur de l'Iran qui s'est engagé au lendemain du 7 octobre et peut-être avant dans une déstabilisation majeure de sa région, qui conduit aujourd'hui à la chute de son principal allié. Erreur stratégique de la Russie qui, en engageant cette guerre d'agression à l'encontre de l'Ukraine, vient de démontrer qu'elle était un colosse au pied d'argile. Les conséquences de ce bouleversement sont difficiles, puis on va peut-être pas ici jouer aux devinettes, mais on voit bien à quel point elles peuvent être profondes dans la manière dont la Russie peut agir en Afrique et dont l'Iran peut poursuivre ses actions de déstabilisation. Alors, prenez le micro si vous voulez relancer de façon à ce que ce soit enregistré et que tout le monde puisse... Le ministre de ses réponses. Non, je voulais l'interroger aussi sur, sans jouer aux devinettes, ce qu'il entrevoit de l'attitude des États-Unis dans cette région, compte tenu de cette nouvelle situation et de l'arrivée prochaine du président Trump. De mes échanges avec l'administration sortante et de ce que je comprends des intentions de l'administration entrante, il est clair que les États-Unis ont avec nous des intérêts communs et une vision partagée de l'enjeu pour la Syrie. L'enjeu, c'est celui d'une transition pacifique, représentative de toutes les composantes de la société syrienne, qui assure au pays la stabilité et la sécurité durablement. Nous sommes par ailleurs alliés à nos partenaires kurdes et kurdes syriens dans le nord-est du pays, dans la lutte contre Daesh, kurdes syriens qui, je le disais, gardent aujourd'hui les prisons dans lesquelles un certain nombre de combattants terroristes étrangers sont aujourd'hui détenus. Donc nous sommes en quelque sorte très alignés, si je puis dire, avec les intérêts des Européens et des Américains sur ce sujet sont particulièrement alignés. Néanmoins, c'est toujours mieux en le disant, et c'est pourquoi il était important que nous puissions samedi dernier le dire, dans le cadre de la déclaration qui a fait suite à la réunion à Aqaba en Jordanie. Et c'était très bien que nous puissions le redire hier au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que chacun, lorsqu'il entreprendra des démarches vis-à-vis de la nouvelle autorité, adresse les mêmes messages, les mêmes attentes et les mêmes exigences, je dirais. Merci, Monsieur le Ministre. Dernier orateur pour les groupes. Je passe la parole pour Écologiste et Social à Jean-Louis Roumégas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la chute du boucher de Damas est évidemment une excellente nouvelle pour les Syriens et nous nous réjouissons avec eux. Le groupe qui a pris le pouvoir en Syrie, HTC, multiplie les discours rassurants vis-à-vis des minorités et envoie des signaux jusqu'à maintenant positifs. Néanmoins, les inquiétudes sont nombreuses. Quel régime va être mis en place par ce groupe djihadiste anciennement affilié à Al-Qaïda? Les femmes en particulier conserveront-elles leurs droits? Les promesses de protection des minorités et de réunification de la Syrie seront-elles appliquées? Pour toutes ces questions qui restent en suspens, je profite de l'occasion pour m'indigner de la précipitation avec laquelle certains États européens se sont jetés sur la question migratoire, alors que, évidemment, ce n'est pas l'enjeu prioritaire. À côté de cela, les puissances régionales voisines sont déjà en train d'accomplir leur agenda et de grignoter le territoire de la Syrie. La Turquie, qui utilise les milices de l'ANS pour s'emparer des villes kurdes, c'est le cas pour Manbij, et une offensive massive se prépare sur Kobané. Israël, qui bombarde les infrastructures militaires au point de déclencher un séisme de magnitude de 3, et qui poursuit surtout son plan de colonisation du Golan au mépris du droit international. Alors non, la Syrie ne doit pas devenir une autre Libye et être livrée en pâture à ses puissances voisines. Il en va de la responsabilité de la communauté internationale et notamment de l'Europe d'aider la Syrie à se relever, à se reconstruire, à favoriser la justice transitionnelle, accompagner la transition démocratique. Monsieur le ministre, donc la question que je vous pose, vous y avez partiellement répondu, mais elle reste quand même entêtante, c'est comment la France envisageait-elle de défendre l'intégralité territoriale de la Syrie et en particulier de soutenir les Kurdes qui ont été nos alliés contre Daesh. Merci, Monsieur le député, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, sur
le premier point que vous soulevez, qui est la condition des femmes. J'interrogeais tout à l'heure notre envoyé spécial qui était hier à Damas sur ses impressions dans la ville. Et il évoquait une ville pacifiée dans laquelle il a pu voir les Syriens évoluer comme si de rien n'était, et si je puis dire, ou en tout cas de manière un peu surprenante, sans présence, présence très forte ou écrasante de forces armées ou de forces de sécurité. Notre délégation a pu se déplacer dans Damas sans escorte en particulier, et les femmes syriennes que notre envoyé spécial a pu croiser dans les rues semblaient pouvoir évoluer librement. Pardon ? Ouais, je vous parle de ce que nous avons pu constater sur le terrain hier, ce qui est encourageant, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous jugerons sur les actes, et les messages qui ont été adressés à cette occasion étaient extrêmement clairs. Ensuite, puisque vous êtes le dernier à vous exprimer au nom des groupes, quelle est la bonne approche ? Je pense que vous l'avez un peu touché du doigt les uns et les autres, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous tenir complètement à l'écart de ce qui se passe en Syrie, ne serait-ce que par solidarité avec le peuple syrien, avec un certain nombre de choses que nous devons mettre en place immédiatement sur le plan humanitaire ou sur le plan de la justice. Nous devons établir des contacts avec les autorités en place pour que nos messages soient entendus. Mais évidemment, nous ne devons pas nous précipiter non plus pour légitimer un pouvoir qui, de toute façon, est temporaire. En tout cas, c'est ce qui a été dit. Et nous souhaitons que ce soit le cas et que dans les semaines qui viennent, puisque le gouvernement s'est donné 3 mois avant de passer le relais, eh bien qu'on ait une vraie autorité de transition représentative de toutes les composantes de la Syrie qui puisse engager le travail menant ensuite jusqu'à des élections. Et donc c'est dans cette approche qui concilie l'ouverture à un dialogue franc et lucide, sans pour autant se précipiter ni promettre l'aide à la reconstruction, la levée des sanctions, que nous parviendrons, je l'espère, à accompagner ce groupe qui, de facto, a pris les responsabilités dans le pays, dans ce qui nous paraît indispensable, c'est-à-dire une coopération franche et sincère avec les autres groupes. Ça nous paraît d'autant plus important que la Syrie est un grand pays, que les groupes militaires qui sont à l'origine de la chute du régime de Bachar al-Assad ne peuvent prétendre seuls à prendre en main les besoins en sécurité et en stabilité du pays. Donc il y a vraiment un intérêt, mais dont nous avons le sentiment qu'il est compris par les autorités en place, de trouver les voies de la coopération et du dialogue. Merci bien, Monsieur le Ministre. Il reste plusieurs orateurs qui s'expriment en leur nom personnel. En première intervenante, je vais passer la parole à Madame Nadège Abamangoli. Bon, très bien. Donc, je passerai la parole à... Non, pas de souci, mais la parole est libre, elle n'est pas forcée dans cette commission. La parole donc est à Madame Éléonore Carrois et puis à Madame Sabrina Sebaï ensuite. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre et merci aux membres de la délégation et en particulier à l'envoyé spécial d'être devant notre commission aujourd'hui pour nous parler de ce sujet tellement actuel. Tellement de choses ont été dites lors de cette audition. La question que j'avais préparée pour vous a été abordée de nombreuses fois car comme mes collègues, je partage le soulagement de voir ce régime dictatorial avoir été mis à terme et en même temps une véritable inquiétude, une vigilance par rapport à ce qui se passera en Syrie par la suite. Donc comme je ne souhaite pas vous faire vous répéter, j'aimerais parler peut-être un peu de l'avenir et peut-être avoir votre impression sur la Syrie d'aujourd'hui, la reconstruction qui est nécessaire après 11 années de guerre, l'aide humanitaire qui est également prioritaire dans un pays où 80% de la population est en dessous du seuil de pauvreté, où tant d'enfants et d'adultes souffrent aujourd'hui. Comment cette aide sera acheminée? Je sais que la France a fait part de son intention de participer activement à l'effort de reconstruction. Est-ce que vous pouvez nous donner des pistes sur justement cet avenir? Merci.
Vous en avez parlé déjà l'humanitaire, mais c'est pas mal de préciser les choses. Cette question est très précise. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, alors il faut bien distinguer, à mon sens, l'aide humanitaire, qui est inconditionnelle et qui doit le rester, et qui d'ailleurs est parvenue aux Syriens de la part de la France pendant l'ère précédente. On l'oublie parfois, mais l'aide humanitaire que la France a octroyée à la Syrie, c'était ces dernières années 50 millions d'euros, ce qui fait de la Syrie le 4e bénéficiaire de l'aide humanitaire française. Puis s'agissant de l'Union européenne, ce sont presque 10 milliards d'euros qui sont allés à la Syrie depuis, disons, depuis 13 ans, depuis le début de la guerre là-bas. Évidemment, dans le contexte, puisque même si l'offensive a été brève, elle a quand même conduit à des déplacements de population et puis à un certain nombre de perturbations qui ont placé des Syriennes et des Syriens dans la difficulté. Il faut que l'Union européenne notamment puisse aller faire un peu plus que d'habitude et c'est sur la bonne voie puisque la haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne a fait des annonces en ce sens. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, il y aura l'aide à la reconstruction. Mais cette aide à la reconstruction, elle, n'est pas inconditionnelle. Elle est conditionnée justement à ce qu'un certain nombre de nos attentes soient respectées. Attentes vis-à-vis de la transition politique, attentes vis-à-vis du respect des droits de l'homme, des femmes, attentes vis-à-vis de nos intérêts de sécurité directs, et je pense évidemment au nord-est syrien, à la lutte contre Daesh, et puis à la destruction des armes chimiques du régime. Et donc, l'Union européenne doit s'y préparer. Nous-mêmes, nous devons nous y préparer. Mais nous ne devons pas donner le sentiment que c'est un acquis et que cette aide viendra, quels que soient les choix qui seront ceux du régime, ou en tout cas du groupe qui est actuellement en place à Damas. Merci, Monsieur le Ministre. La parole à présent à Madame Sabrina Sebaï. Merci Monsieur le Président et merci Monsieur le Ministre pour vous rendre disponible. Partageant énormément de propos qui ont été tenus, je n'y reviendrai pas. Moi, j'aimerais vous interroger sur le procès concernant l'entreprise Lafarge qui va s'ouvrir, vous le savez, le cimentier, ainsi que 8 personnes sont accusées d'avoir payé des groupes terroristes pour maintenir l'activité d'un site de production en Syrie. Bruno Lafont, ex-PDG de Lafarge, indiquait que les autorités françaises les avaient encouragés à maintenir les activités en Syrie. Il est peut-être à craindre que d'autres entreprises françaises aient été complices des crimes du régime de Bachar al-Assad, que ce soit par la fourniture de matériel informatique ou par d'autres moyens. Que fera la France pour soutenir les efforts des Syriens pour collecter les preuves permettant de poursuivre tous les auteurs des crimes du régime d'Assad? Quels moyens financiers, techniques, juridiques seront mis en place? Je pense qu'il en va de la justice internationale dans un contexte où les violations des droits humains doivent être documentées avec rigueur pour soutenir des procédures judiciaires. Je pense que notre soutien sur le terrain en Syrie jouera un rôle déterminant. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président. Madame la députée, vous avez raison. La lutte contre l'impunité est un élément central de la reconstruction de la Syrie, de la réappropriation par les Syriens de leur pays. C'est d'ailleurs ce que m'ont exprimé les représentants de l'opposition syrienne pour partie en exil lorsque j'ai échangé avec ces représentants la semaine dernière. C'est aussi ce qui a été exprimé à l'envoyé spécial lors de la rencontre dont je vous montrais les images tout à l'heure. C'est pourquoi, sans attendre d'avoir même pris des contacts avec les autorités de fait, nous avons mis à disposition l'expertise nécessaire pour le recueil des preuves et j'invite les collègues des autres pays européens et partenaires de la Syrie à faire de même. Quant à la question que vous soulevez sur Lafarge, je pense qu'on va la laisser traiter par la justice. S'il y a des éléments d'information sur ce dossier dont vous souhaitez pouvoir disposer, je peux tenter de vous y répondre, mais je ne les ai pas avec moi, donc j'y reviendrai un peu plus tard. Merci beaucoup. Quelqu'un va prendre la parole dans cette audition. Peut-être un dernier mot, Monsieur le ministre.
Un dernier mot peut-être, on a parlé notamment sur la question de Michel Herbillon des puissances de la région, mais aussi d'autres puissances plus éloignées, mais qui jouent un rôle important dans la région, comme les États-Unis. Il y a un pays peut-être sur lequel vous pourriez nous éclairer de vos analyses, c'est sur la projection qu'a la Turquie de la gouvernance et du rôle que la Syrie peut jouer, des liens entre la Turquie et la Syrie tels que la Turquie l'imagine dans les années à venir. On sait que la Turquie a été active dans le renversement du régime de Bachar el-Assad. Quelle est pour vous aujourd'hui la façon dont la Turquie voit son partenariat avec la Syrie? Merci, Monsieur le Président. Dans la coalition qui a conduit à l'effondrement du régime de Bachar el-Assad, vous avez une multitude de groupes armés. Il y a des groupes qui sont partis du Sud, Chambre des opérations du Sud, et qui sont d'ailleurs les premiers à être arrivés à Damas, qui n'ont rien à voir avec la Turquie, j'allais dire bien au contraire. Vous en avez deux autres, ou en tout cas deux grandes catégories. Ceux qui étaient en lien depuis longtemps et très direct avec la Turquie, ce qu'on appelle l'armée nationale syrienne, qui était installée plutôt au nord-ouest du pays et qui sont ceux qui, ces derniers jours, ont fait preuve d'une certaine agressivité vis-à-vis de nos partenaires kurdes, ce qui nous a amené à adresser à la Turquie des messages à leur passé de retenue, étant donné les intérêts de sécurité qui sont les autres et que j'ai déjà eu l'occasion de présenter. Et puis le troisième groupe, c'est HTC, qui a des liens avec la Turquie, mais des liens beaucoup moins étroits que ceux que la Turquie entretient avec l'armée nationale syrienne. D'ailleurs, en faisant la liste des décisions qui ont été prises par ce groupe, HTC, qui aujourd'hui est en position de responsabilité à Damas, on s'aperçoit que toutes n'ont pas été prises, je dirais, en conformité avec les préconisations qui avaient été celles de la Turquie. Nous avons donc un groupe qui est en lien avec la Turquie, sans se considérer pour autant assujetti à la Turquie. Et d'ailleurs, dans les échanges que notre envoyé spécial a eus avec le représentant diplomatique des autorités de fait à Damas hier, il a été très clairement exprimé que l'autorité de fait a une vision très précise de ce qu'elle entend par intégrité territoriale de la Syrie et qu'elle entend bien jalousement veiller à ce que cette intégrité territoriale ne soit pas menacée, remise en question par des puissances extérieures, ni par Israël, ni par la Turquie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à toutes et à tous. On a fait une vision très, très large et puis on a des focus précis sur un certain nombre d'éléments. Ce dossier, bien sûr, n'est pas clos à ce jour. Au contraire, vous l'avez dit, il faut garder, tout le monde l'a dit, une grande vigilance. Et donc, je vous remercie beaucoup. Nous aurons d'autres auditions à la rentrée, notamment sur la question syrienne que l'on prépare. Et comme il s'agissait de la dernière réunion de l'année civile, je vous souhaite à l'ensemble des personnes présentes ici de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de l'interruption de nos travaux dans la perspective de l'entreprise mi-janvier qui devrait être également intense. D'abord parce que l'actualité va l'être et ensuite parce que le rythme que l'on impose dans cette commission est un rythme alerte. Voilà, très bonne fête à vous toutes et à vous tous.